Yaorana, bienvenue dans votre journal de ce lundi 1er septembre. Je suis ravie de vous retrouver pour faire le point sur l'actualité. Voici les titres de ce soir. L'interdiction de la vape ne passe pas. Les professionnels du secteur crient à l'injustice et menacent de saisir la justice. Et côté santé, faut-il vraiment s'inquiéter du danger de cet appareil? Le docteur Para, chef du service pneumologie au CHPF, est avec nous pour en parler. Un visage familier à la tête du Haut-Commissariat. Alexandre Rochat est de retour en Polynésie, cette fois en tant que haut-commissaire. Il se penchera sur la sécurité, un enjeu majeur au Fénois. L'île sacrée monte en gamme. Raiatea a inauguré son tout nouvel hôtel, un complexe 4 étoiles censé booster l'offre touristique. La Super Tahoe se rapproche. Après les repêchages, 552 rameurs sont attendus ce samedi sur la ligne de départ de la Pointe Vénus. On commence ce journal avec une actualité qui fait beaucoup réagir. Alors que la loi sur l'interdiction progressive du vapotage a été adoptée, elle suscite l'incompréhension des professionnels du secteur. Ils dénoncent l'amendement surprise adopté à Taraheuil vendredi qui les condamne à la fermeture et préparent une réponse. Sophie Guébel et Jeanne Tinoroy. À compter du 1er juillet 2026, fini la cigarette électronique en Polynésie. Il ne sera plus possible d'en importer ni d'en vendre. Un amendement surprise pris pendant l'étude du texte relatif à la lutte contre le tabagisme. Un texte réglementant plus sévèrement l'usage de la vapo, sur lequel ont longuement travaillé les professionnels du secteur. Des professionnels aujourd'hui dans l'incompréhension. Nous avons perdu un an sur le projet de loi, parce qu'on a passé 18 heures à travailler sur le projet de loi avec le ministère de la Santé. C'est un peu se moquer de nous, de dire oui, il y aura un projet de loi, mais au final, on vous interdit directement la vente et l'importation. Donc là, c'est mettre la clé sous la porte, c'est des emplois qui seront perdus, pas seulement que chez nous, chez mes confrères aussi. Donc oui, c'est la fin d'une activité. Invoqué à l'Assemblée pour expliquer cet amendement, l'usage détourné des cigarettes électroniques par les jeunes pour la consommation de drogue. Un argument qui laisse les professionnels du secteur dubitatifs. Nous mettre des amendes sur tout ça, oui, c'est normal, il faut protéger la jeunesse. Mais par contre, de ramener la drogue sur notre secteur d'activité, c'est un peu abusé. Voilà, c'est abusé parce que nous ne sommes pas responsables de tout ça. Quand on entend que le tabac rapporte 6 milliards de recettes fiscales. Donc, est-ce une question de santé ou bien est-ce une question d'argent derrière? Autre incompréhension pour cet entrepreneur, celle d'un projet de loi anti-tabac, mais ciblant davantage les produits de vapotage. Sont-ils aussi dangereux que le tabac? C'est en tout cas une alternative pour beaucoup de consommateurs qui ont réussi à arrêter la cigarette grâce à la vapo. Mais cela doit rester temporaire, prévient ce pneumologue. Dans la cigarette, il y a des substances cancérigènes qui n'existent pas dans le vapo. Après, dans le vapo, on n'a pas d'études, on n'a pas de recul, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est pour ça qu'on dit que c'est moins dangereux que la cigarette, mais quand même, ça reste toujours nocif. Utiliser le vapotage, c'est une alternative, mais ça ne va pas améliorer ou ça ne va pas guérir la personne. Aujourd'hui, la Polynésie compte une dizaine de commerçants spécialisés dans le marché de la cigarette électronique. Des commerçants qui annoncent contester l'amendement litigieux. Ils doivent se réunir avec le MEDEF pour en discuter le 4 septembre. Et pour aller plus loin sur les enjeux de santé, nous accueillons ce soir le docteur Éric Para, pneumologue au CHPF. Docteur Yaorana, merci d'être avec nous. Alors l'interdiction totale de l'importation et de l'usage de la cigarette électronique vient d'être votée à l'Assemblée. Selon vous, était-ce nécessaire d'aller jusqu'à interdire complètement le vapotage ? C'est une décision des représentants du peuple, votée à une très large majorité, donc il va falloir voir ce que ça donne, quoi. Mais on voit déjà les réactions qui se présentent et on sait que dans le domaine de la santé, toutes les polémiques nous font du mal. Devant le succès de ces gadgets chez les jeunes, ne fallait-il pas juste les interdire à partir d'un certain âge ? Chez les jeunes, c'était obligatoire.
Voilà. On se demande même comment ce type de produit a pu être vendu à des jeunes. C'est vraiment les plonger au cœur de l'addiction avec des doses de nicotine qui sont phénoménales. Donc oui, il y a vraiment... moi, je me base beaucoup sur le travail remarquable qui a été fait en Nouvelle-Zélande. Hein. On a beaucoup travaillé ça avec le ministère de la Santé. Ils ont fait beaucoup de prévention dans un premier temps. Et puis après, ils sont passés à l'action en interdisant chez les mineurs. Voilà, parce que ça, c'était vraiment une mesure indispensable. Alors, on va parler santé. Que sait-on des effets à long et moyen terme de la vape? Bien, mon collègue vient de le dire, on n'a pas de recul. C'est des produits qui sont récents. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est chez des sujets dont l'organisme est en formation, hein, chez des jeunes qui grandissent, tout est toxique sur le poumon. Voilà, vraiment tout. Alors, il n'y a pas que le tabac, bien entendu, c'est la première évidence. La vapo, très certainement, mais on n'a pas de recul pour l'affirmer. Mais on sait que la pollution, toute forme de pollution est toxique sur le poumon et peut déclencher énormément de maladies, surtout dans un pays où on a plus de 20% d'asthmatiques, 40% de fumeurs. Voilà, faut être très, très, très prudent chez les jeunes. On parle pas non plus de pollution atmosphérique, voilà, des particules fines, de diesel, etc., etc. Les feux de brousse intempestifs qu'on met un peu partout, tout ça, nos asthmatiques viennent se plaindre à nous en permanence. Les vapoteuses ont permis à certains fumeurs de ralentir, voire d'arrêter de fumer. De votre point de vue, sont-elles effectivement une aide efficace pour arrêter de fumer? Elle nous est décrite comme telle chez certains fumeurs, notamment qui ont réussi à passer à de la vapo sans nicotine. Voilà, donc qui progressivement ont réussi à se sevrer totalement, 1 en tabac, 2 en nicotine. Ça peut être un des effets pervers de la décision, puisqu'on peut craindre que certains reviennent au tabagisme. Et ça nous poserait à nous des problèmes. Oui. Le CHPF veut devenir un hôpital sans tabac. Quelles sont vos alternatives pour accompagner ceux qui souhaitent arrêter? Alors, c'est un enjeu dont on a parlé déjà sur ce plateau il y a quelque temps. Oui, le CHPF a pris la décision de devenir un hôpital sans tabac et on remercie notre direction. Donc, on a déjà eu 2 réunions, un groupe de travail qui se met en place et vraiment, le but, c'est d'aller par étapes progressives pour démontrer que nous, professionnels de santé, nous responsabilisons. Donc, le premier but, c'est que nos professionnels de santé fumeurs se responsabilisent et progressivement les amener à se sevrer du tabagisme. C'est un long travail, ça va demander du temps, c'est un travail collectif, c'est de la responsabilité collective. Et la lutte contre le tabac, c'est une responsabilité collective. Quels sont les défis majeurs pour justement les aider à arrêter de fumer? Les principaux défis, c'est que le message de santé, tel que je le porte ce soir, il ne passe pas, en particulier chez les jeunes. Donc il faut vraiment trouver des méthodes nouvelles qui amènent la population à se responsabiliser collectivement pour diminuer dans un premier temps les chiffres du tabagisme et envisager une société sans tabac. Aujourd'hui, on est le 1er septembre, donc le début du mois sans tabac, allons-y. Alors la nouvelle loi va au-delà de la vape. Elle prévoit également le paquet neutre, horizon 2029, et l'interdiction de fumer sur les terrasses, les bars, les restaurants, les parcs, les plages. Comment jugez-vous l'efficacité de ces mesures? Alors, accompagné d'un véritable programme de prévention, oui, ce sont des mesures indispensables, bien entendu. Pour responsabiliser, il faut faire comprendre et notamment qu'il y a des non-fumeurs, et dont dans les espaces publics, les non-fumeurs ont aussi des droits au moins égaux à ceux des fumeurs. Donc personnellement, j'aime pas même passer dans la rue et recevoir à l'intérieur de mes poumons des vapeurs de vapo dont je ne sais pas ce qu'elles contiennent. Voilà, ça met en jeu la santé de tous, même des non-fumeurs. Donc le tabagisme passif, on connaît très très bien ses conséquences, notamment en matière de cancer du poumon et notamment chez la femme. Donc je peux déjà annoncer que le 23 octobre, à la mairie de Paia, on va tenir une grande soirée d'information
gratuite et ouverte à tous, grand public, pour parler de la santé respiratoire de la femme. La femme est plus exposée que l'homme à ces méfaits du tabac, de la vapo. Ça, on le sait depuis fort longtemps. Merci, Dr Parra, pour toutes ces précisions. Il a posé le pied ce matin à l'aéroport. Alexandre Rochat est bien arrivé. Ancien secrétaire général du Haut-Commissariat, il revient avec une nouvelle casquette, celle de haut-commissaire en remplacement d'Éric Spitz. À peine descendu de l'avion, le nouveau représentant de l'État a exprimé sa joie de retrouver le Fénois. Rencontre avec Sam Teinaouri. Alexandre Rochat revient en Polynésie 13 ans après son mandat de secrétaire général du Haut-Commissariat. Avant de s'atteler à la tâche, il devra faire quelques mises à jour. Beaucoup de choses ont évolué dans les institutions, dans le personnel politique, même si je connais évidemment des élus qui étaient déjà élus il y a 13 ans, qui sont élus aujourd'hui. Je connais aussi des acteurs économiques, des acteurs sociaux, mais tout ça évolue. Et moi, le seul mot que j'ai à dire, c'est que voilà, je veux continuer le travail qui a été fait par Eric Spitz, mon prédécesseur, dans l'apaisement complet, dans le fonctionnement des institutions. On a une grande richesse institutionnelle ici en Polynésie, avec des compétences qui sont transférées au pays et qui les exercent pleinement. Et l'État est là pour venir en appui, en accompagnement de l'exercice de ces compétences. Et puis on a nos compétences propres. Je pense notamment à la sécurité, sur laquelle évidemment ça va être un enjeu majeur. Après le traditionnel hommage aux soldats morts pour la France, Alexandre Rochat a débuté ses rencontres protocolaires avec le président du pays. Outre les dossiers prioritaires laissés par son prédécesseur, le nouveau commissaire a été sensibilisé à la pérennité des dossiers polynésiens auprès du gouvernement parisien. On espère que ce ne sera pas aussi long que la dernière fois. Est-ce qu'on gardera les mêmes interlocuteurs? Est-ce que le ministre des Outre-mer, est-ce que le ministre de la Santé seront toujours les mêmes? Je l'espère, ce serait plus simple pour nous. Il y a des gros dossiers, les Jeux du Pacifique, la Convention santé, l'équilibre des conventions État-pays, celle avec les communes également. Tous ces sujets-là dépendent beaucoup de la capacité à remplacer rapidement le gouvernement. Derrière, au niveau national, ils vont embrayer sur l'étude du PLF, le projet de loi de finances, qui est déterminant pour les échanges qu'on a avec l'État. Donc on est très attentif à ces sujets. Le nouveau commissaire a d'ores et déjà annoncé ses priorités, la lutte contre les violences intrafamiliales, contre la délinquance, notamment routière, et la lutte contre le trafic d'ice, ainsi que la reconnaissance du fait nucléaire. Dans l'immédiat, son souhait était de remanger du poisson cru au lait de coco. J'ai hâte d'en manger. Et si la séance extraordinaire ne reprend que ce soir à l'Assemblée, après un week-end studieux sur la réforme du RNS, c'est parce que le séminaire des services publics a démarré ce matin à la présidence. Fonctionnaires, chefs d'entreprise, membres de syndicats et d'associations, au total 300 personnes ont été conviées. On écoute la ministre de la fonction publique, Vanina Krolo, au micro de Sam Teinaouri. Donc un plan d'action à fin 2025 pour une mise en œuvre progressive dès 2026. Dès janvier 2026, en fonction donc des actions qui seront définies, il y a peut-être des actions qu'on peut faire rapidement et d'autres qui demandent un peu plus de temps, un peu plus d'études d'impact, un peu plus d'analyse avant de mettre en œuvre. Voilà, mais c'est des actions concrètes qui doivent être mises en place dès janvier 2026. Direction les Rarumat Ei, hier, Raiatea a célébré l'inauguration d'un nouvel établissement hôtelier. Le complexe Apatoa, un 4 étoiles, marque une montée en gamme attendue par l'île sacrée. Après 6 ans de travaux, il est fin prêt à accueillir ses premiers clients, répondant ainsi à une demande touristique en permanente évolution. Jessica Dossé était sur place. 4e hôtel à s'installer sur l'île, le Apatoa a été inauguré en grande pompe ce dimanche devant une centaine d'invités venus découvrir ce nouvel écrin de luxe. Ce projet prend racine dans la volonté d'offrir aux visiteurs un séjour haut de gamme à la hauteur des attentes de la clientèle internationale toujours plus nombreuse. C'était important pour nous de se démarquer sur l'île de Raiatea qui ne possède que 2 hôtels. Donc ça nous permettait de pouvoir s'insérer dans
le paysage local avec un hôtel 4 étoiles. Avec 15 bungalows et villas au design moderne, complétés par un spa et un restaurant gastronomique, le Apatoa affiche clairement ses ambitions. Quel est le marché visé? Le marché local, international, tous ceux qui ont envie de connaître l'île de Raiatea et qui souhaitent découvrir cette île avec un confort supérieur, puisqu'on sera à la classe luxe de l'hôtellerie sur cette île-là. Depuis le classement du marais de Taputapuate au patrimoine mondial de l'UNESCO, la fréquentation touristique a littéralement explosé. L'île est passée de 9 000 à plus de 30 000 visiteurs en une décennie et ce nouvel hôtel vient justement répondre à une demande grandissante, contribuant pleinement au rayonnement de la destination. Dans les statistiques, c'est assez probant. On a plus de 30% d'augmentation du tourisme sur Raiatea et il manquait ce type de structure, il manquait un hôtel 4 étoiles. Aujourd'hui, c'est chose faite. C'est dans le sud de l'île à Fetuna et c'est une très belle unité hôtelière qu'on a là. Certaines îles ne veulent pas d'hôtel par exemple, si je prends Maupiti, si je prends Raivava, mais pour les îles un peu plus grandes où il y a suffisamment de circulation, d'avoir une unité on va dire de standing, c'est une bonne chose et puis ensuite il faut diversifier l'offre, il faut des pensions de famille, il faut du Airbnb, il faut un peu de tout. Pour enrichir encore son offre, une nouvelle villa est en construction. Bientôt, 16 clés seront disponibles avec une capacité d'accueil accrue. La création de ce complexe a permis l'embauche d'une 50aine de personnes en emploi direct et indirect, permettant ainsi de dynamiser l'économie locale. On passe maintenant à l'actualité sportive. Samedi aura lieu le choc des titans de la rame en V1, la Super Tahoe. Mais avant cette course d'élite, certains rameurs ont eu droit à une dernière chance de se qualifier. Laure Philibert sur des images de Désiré Teivao. Ils étaient 80 à participer au repêchage vendredi dernier à la Pointe Vénus. Une seconde chance offerte aux rameurs qui souhaitent réaliser la Super Tahoe. L'opération ne se renouvellera pas chaque année, préviennent les organisateurs. Mais pour les blessés, c'est une opportunité. Je me suis sectionné de tendons. Du coup, j'ai eu 3 semaines de off. Et voilà, puis j'ai raté la Tahoe. Et heureusement, avec le comité de Seiwa, ils ont pu mettre en place le repêchage et essayer de me rattraper sur cette course. Hello bro! Good job! Mission accomplie! Au total, 42 rameurs supplémentaires décrochent leur place sur la ligne de départ pour la deuxième édition de la Super Tahoe. Cette année, les parcours évoluent avec une première étape de 6 km en contre-la-montre, puis la course reine, 30 km au départ de la Pointe Vénus vers le Tahoe, puis Papen'o. Il y a plusieurs copains là qui se sont pas qualifiés pour quelques secondes lors de la Tahoe. Et là, je viens de revoir les mêmes qui ont perdu leur qualification pour à peine 2 secondes encore aujourd'hui. Waouh, c'est cruel, mais c'est le sport. Hein. On a essayé de mettre les temps de qualification de façon à ce que ça soit toujours dans le mérite. Pour soutenir toutes les catégories, l'association Seiva ouvre la course à tous les volontaires des U8 au U14 et pour les V70 et plus, les Paravaa et les Fun. Parmi les 552 inscrits, Karl Taraufau, tenant du titre. Pour encourager les sportifs, rendez-vous dans la baie de Matavai à Mahina ce samedi. Une course à suivre également sur votre chaîne TNTV. On poursuit avec une histoire pleine d'émotions et de mémoire. À Papen'o, Alphonse, qu'on appelle Papa Apon, est le gardien d'un précieux héritage familial, celui de ses aïeux qui ont combattu pendant les 2 grandes guerres, Herehau Teariki et Tauhiti Tonyuamusan. Papa Apon, 83 ans, vit à Papen'o. Des souvenirs plein la tête en lien avec la grande histoire. Son grand-père, Terihawatua Fofo, s'enrôle pour la Première Guerre mondiale. Il quitte sa femme et ses enfants à Papen'o. Ils avaient déjà des enfants, mais il est quand même parti. Le maire avait demandé des volontaires. À l'époque, pour tous les habitants des districts, quand le maire parlait, on obéissait. Il échappe à la mort sur les champs de bataille, mais il tombe malade sur le bateau du retour au Fénois. Il meurt en mer en juin 1917 et son corps est immergé pour des raisons sanitaires.
Le bateau est revenu à Tahiti, avec ceux qui avaient survécu. Tout le monde était heureux, mais pas ma grand-mère. Mais ce n'était pas grave, au moins, il avait servi son pays. Il n'y a aucune photo, mais le nom de son grand-père est gravé sur la stèle de Pouvan'a à O'opa. En 1941, Alphonse naît à Papineau. Son père est à ce moment-là lui aussi à la guerre. Il ne le connaît pas, alors il porte d'abord le nom de sa mère, Alphonse Ural Itau. En 1973, on a reçu un courrier de France. Dedans, il disait que mon père me reconnaissait comme son fils. C'est comme ça que j'ai pu porter le nom de Faufau. Plus tard, il travaille pour l'armée, secteur environnement. Mais lui aussi veut partir au combat. Il est très jeune et demande à rejoindre la guerre d'Indochine. Mais la mère d'Aroué, Rosa Raoul, refuse. On avait des liens familiaux, mais elle a refusé. Elle disait, ton grand-père est parti, ton père aussi, c'est assez. Donc je suis resté ici. Papa Apon n'est jamais allé au front, mais il porte fièrement la mémoire de sa famille. Son souhait aujourd'hui, participer au défilé du 14 juillet prochain pour honorer la mémoire de son père et de son grand-père. 2 générations d'une même famille qui ont scellé leur destin aux 2 grandes guerres mondiales. C'est une vitrine pour les talents polynésiens. Le 4e Salon des jeunes artisans créateurs se tiendra du 3 au 6 septembre au Hilton. Ils seront 21 à présenter leurs créations dans 4 catégories: étoffe, bijouterie, sculpture, gravure et vannerie. Au programme, une expo-vente, mais aussi un concours jugé par des experts, dont des invités de Nouvelle-Zélande. On écoute Rava Ray, la présidente du jury, interrogée par Thomas Chabrol. Ce salon est une très bonne façon de se lancer, je pense. Ce qu'il faut retenir, c'est que oui, ils sont en compétition l'un avec l'autre, parce que c'est un concours, mais ce n'est pas le but du concours. Le but, c'est vraiment de leur permettre de se dépasser, de présenter une œuvre qu'ils ont envie de mettre en avant et montrer au public, et de se faire connaître, en fait. Donc le concours est une belle plateforme, mais ce n'est pas que pour la compétition. Il y a des collaborations qui peuvent naître, des salons comme ça, mais aussi si le public a envie de découvrir des créateurs dans des domaines spécifiques, c'est le moment de venir à leur rencontre, surtout quand ils sont jeunes et très motivés justement pour se faire du business. Je suis ouverte, je suis là à répondre à leurs questions. Je pense que c'est un de mes points forts, c'est cette commercialisation à l'international, car j'envoie beaucoup de mes produits en Amérique et en Chine et à l'étranger en fait. Et pour finir, une note de musique. La chanteuse Calypso est arrivée sur le Fénois pour la 4e édition du Nation Music Festival. Révélée grâce à ses titres, la star de la scène musicale réunionnaise retrouvera son public ce samedi au Parc Verhey à Punaouia. Un rendez-vous très attendu par ses nombreux fans. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, place à To'u Whenua To'u Ora, consacré au Heiva Tuaro Maori 2025. Retrouvez ensuite nos différences, puis la série Le Négociateur. En deuxième partie de soirée, Enquête exclusive vous emmène à la découverte des îles grecques secrètes, les derniers joyaux de la Méditerranée. Très belle soirée à tous. Rendez-vous demain, même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.